Alors, femme de tête, femme de cœur, femme d'action, une actrice du travail social des plus inspirantes que j'ai eu la chance de croiser, qui n'a jamais cessé, osé d'aller où personne n'était allé. Ça, il ne faut pas oublier ça. Une femme au parcours vraiment impressionnant, vous le savez, la Fédération des femmes du Québec, la Grande Marche pour les femmes du Pain des Roses, à toutes les fois que je le dis, j'ai la chanson dans la tête, Option citoyenne, Québec solidaire, etc., etc. C'est vraiment une femme très, très inspirante. Alors, je vous demande de l'accueillir vraiment très chaleureusement, Madame Françoise David. Lui qui avait déjà un micro là. Oui, ça va aider, hein? OK. Wow! Dans mes rêves les plus fous, quand j'étais organisatrice communautaire, pas sûr que j'aurais pu penser que je vivrais ça avec vous autres. Je trouve ça juste génial. Merci d'être là. Il y a deux personnes avec qui j'ai davantage travaillé, moi, surtout depuis l'automne, je dirais. Votre président, Pierre-Paul Malenfant, que j'aime et que j'admire beaucoup. Et puis Stéphanie Napki, qui est cachée, non, qui est juste là-bas. Stéphanie, qui est jusqu'à hier soir, on s'écrivait encore. Donc, il y a des gens comme ça qui travaillent, puis parfois dans l'ombre, puis je trouve ça important de le dire. Alors, évidemment, je suis heureuse d'être ici ce matin. Honorée. Quelques instants, désolé, ça va être pour le mieux de tous. Désolé. Et de toutes. Non, mais c'est parce qu'en travail social, il ne faudrait pas oublier les toutes quand même. Hein? Bon, eh bien, merci. Ah, mon Dieu, là, j'aurais pas. En tout cas, bon. Alors, je suis vraiment honorée d'avoir été choisie comme conférencière. On m'a laissé libre de m'exprimer sur les défis de notre temps au Québec et je dirais encouragée par le comité organisateur à vous proposer des avenues de solutions qui sont autant de défis à relever. Des défis à relever pour vous et par vous, bien sûr, mais surtout pour ceux qui décident en ce moment et depuis longtemps de l'avenir des services sociaux. Je dis ceux parce que même si votre profession est assumée par 89 % de femmes, qui décide ultimement et souvent loin de vous pardon, des façons de l'exercer, majoritairement des hommes, sans doute gestionnaires méritants, mais trop souvent sans expérience, et plus ils sont loin, plus c'est vrai, de ce qui façonne votre quotidien. Alors, pour parler des décideurs, je dirais eux, et pour parler de vous, je dirais elles. Mais commençons par ceci qui est très personnel. On est au printemps 1989. C'est dans ma vie un moment charnière. Ma mère vient de nous quitter pour un au-delà dans lequel elle croit avec ferveur, et un pur hasard, une amie me propose un travail d'été à Saint-Henri, quartier alors vraiment très pauvre du sud-ouest de Montréal. Chaque matin, donc, je quitte Outremont pour la rue Sainte-Émilie et je travaille à faire quelque chose qui semble tout simple. Amener les enfants du quartier au parc. On est en plein été, on veut les intéresser au camp de jour. Les familles boudent ces activités, mais la question c'est pourquoi? Parce qu'il faut marcher 15 minutes et traverser une voie ferrée pour accéder au parc. Tout est là. Et je découvre ce qui sera une passion toute ma vie durant et encore aujourd'hui, tenter de rendre possible, avec bien d'autres évidemment, ce qui ne semble pas l'être pour tant de personnes. Le même été, ma vocation d'organisatrice communautaire se confirme. La Ville a décidé de supprimer le gardien d'un petit parc qui est au cœur d'un secteur très pauvre de Saint-Henri. Les gens sont révoltés. Alors on s'organise.
Une pétition circule. Je fais mon tout premier porte-à-porte. Il y en aura beaucoup d'autres après. On finit par avoir un rendez-vous avec le président du comité exécutif. J'y vais avec les citoyennes et citoyens. On est vraiment intimidés par le décorum. On explique tout de même pourquoi on est fâché et miracle, la ville nous écoute. On retrouve notre gardien de parc. Là, j'ai compris quelque chose. Non seulement je serai organisatrice communautaire, mais je tenterai de convaincre mes concitoyennes et concitoyens qu'il vaut la peine de s'organiser collectivement pour gagner des revendications légitimes. Je me suis donc inscrite en service social à l'Université de Montréal, section organisation communautaire. J'ai déménagé à Saint-Henri en 1971, puis un an plus tard dans Hochelaga-Maisonneuve, pas du tout gentrifié à l'époque. J'ai commencé en 1972 à travailler dans le quartier Centre-Sud, toujours avec des citoyennes et des citoyens engagés dans leur milieu. En fait, je raconte parfois en riant qu'à l'époque, on est entre 72 et 75 à peu près, j'ai été payée par l'État pour bâtir des projets, susciter des mobilisations et même organiser des manifs. Ça n'a pas duré très longtemps. Car pendant ce temps, l'État québécois prend le relais des communautés religieuses qui assumaient l'organisation des services sociaux jusque-là. Dès 1971, le gouvernement met en place le réseau des CLSC, d'abord en milieu défavorisé. Et le réseau s'étend partout au Québec. Le concept des CLSC, il faut le savoir, c'est inspiré directement de cliniques populaires mises sur pied à Montréal par des citoyennes et citoyens engagés, accompagnés de médecins progressistes. La vision promue dans ces santé, elle est globale. Elle inclut toute la situation de vie des gens, leurs revenus, leur logement, leur quartier, leur milieu d'appartenance, leur travail, les enfants à élever. Dans une clinique populaire, on ne fait pas que soigner les bobos des gens, on travaille avec eux à améliorer leur vie au complet. Tout ça peut nous apparaître presque ésotérique aujourd'hui. Aussi bien dans les services sociaux que dans le monde de la santé, les problèmes des gens sont maintenant largement compartimentés. À chaque problème, sont spécialistes. En fait, nos dirigeants politiques ont appuyé depuis au moins 40 ans la vision progressiste prônée par les CLSC dès les années 70. Évidemment, la première ligne sociale existe toujours et vous l'assumez dans des CLSC maintenant largement dépourvus de médecins. Et on sait à quel point il est difficile pour nos concitoyennes et concitoyens d'accéder rapidement à des soins de santé. Petit à petit, la participation citoyenne, qui était aussi au cœur de l'organisation des CLSC, a été mise de côté et carrément abandonnée par les gouvernements. Imaginez, là, des citoyennes et citoyens siégeaient sur les conseils d'administration des CLSC. Des gens qui connaissaient leur milieu, proposaient des projets, des orientations. Évidemment, c'était confrontant pour des gestionnaires de plus en plus habités par une conception de l'organisation des services publics basée sur l'expérience des entreprises privées. Vous rappelez-vous, M. Legault, le 8 décembre dernier, citation, « C'est comme ça que ça marche au privé et c'est comme ça que ça devrait marcher au public. » Ça a le mérite d'être clair. Mais en fait, dès le milieu des années 70, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, le réseau de la santé et des services sociaux a été critiqué par des spécialistes de la santé et des gestionnaires du réseau. Beaucoup de médecins se sont montrés hostiles à tout ce qui touchait leur statut et leur pouvoir au sein des organisations, des institutions de santé et surtout des CLSC. Disons qu'à l'époque, j'ose croire que pour un certain nombre, ça a pu changer, le travail d'équipe ne leur était pas naturel. Je me permets de rappeler que ces mêmes médecins, particulièrement les spécialistes, s'étaient vigoureusement opposés à la mise en place du régime d'assurance maladie en 1970. On partait donc de loin. Deuxième raison des premiers virages institutionnels qui touchent la santé et les services sociaux,
une atmosphère politique de plus en plus inspirée par les thèses néolibérales sur l'organisation des services publics dans les pays où il y en a, évidemment. Il n'y en a pas partout, hein? Donc, cette conception, cette atmosphère politique, c'est la suivante. L'État doit fournir certains services, oui, pour répondre à la pression sociale, puis aussi parce qu'une population en bonne santé physique et mentale, bien, elle est plus productive. C'est bon pour l'économie. Mais, et le mais est en gros caractère dans mon texte, il ne faut pas que ça coûte trop cher. On commence donc à voir apparaître des concepts comme, ça va vous rappeler quelque chose, productivité, performance, système Toyota, méthode de gestion Lean. On limite les effectifs, on privilégie des approches très individualisantes des services et on ne mobilise plus les populations. On ne veut surtout pas donner du pouvoir aux gens. Comment est-ce qu'ils sauraient, les gens, ce qui est bon pour elles et pour eux? En 1978, la première loi sur la protection de la jeunesse est adoptée et quelques mois plus tard, le milieu manque déjà d'effectifs. Parce que la population, elle a pris la loi au sérieux. Les gens dénoncent des situations d'abus ou de négligence sur les enfants et personne parmi les dirigeants n'a vu venir. Je sais qu'aujourd'hui, les intervenantes en protection de la jeunesse crient au secours, j'y reviendrai. Les années 80 se déroulent sous la chape d'une récession, 81-82, qui laisse beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens sans travail, dans la pauvreté. Ce sera, savez-vous quoi, le début des banques alimentaires. C'était censé être temporaire. C'est aussi le moment que choisit le gouvernement Lévesque pour diminuer de 20 % les salaires des employés des services publics. J'ai vécu en 1982-83 l'une des révoltes les plus significatives des travailleuses sociales et employées de bureaux du Centre des services sociaux de Montréal où je travaillais et où j'étais, pour ne rien vous cacher, déléguée syndicale. À 3 reprises en quelques mois, nous avons voté dans des assemblées monstres pour nous mettre en grève. Ce qui choquait particulièrement mes collègues, c'était avec quel mépris le gouvernement parlait de notre travail et de nos conditions salariales. On l'a perdu, cette bataille-là, salariale, mais j'ai été fière de représenter des intervenantes sociales et des agentes administratives qui avaient décidé de se tenir debout. Et les années passent. Les réformes de la santé et des services sociaux se multiplient, limitant sans cesse le pouvoir citoyen et l'importance de la première ligne. Première ligne occupée largement par les travailleuses sociales et autres professionnels, c'est écrit au féminin, dans les écoles, les CLSC, les CHSLD, etc. Les fusions d'établissements, vous le savez, se multiplient, se succèdent. Réforme Couillard en 2003. On oublie que tout ça, ça a commencé il y a 20 ans. Réforme Barrette en 2015, réforme Dubé, création de l'Agence Santé Québec. Pas Services sociaux et Santé Québec, juste santé et ça veut tout dire. Je suis très inquiète aussi de la tendance amorcée il y a plusieurs années vers une privatisation des services sociaux et de santé. On connaît l'école à 3 vitesses. Est-ce qu'on va avoir la santé et les services sociaux à 2 vitesses? Et est-ce que ça n'est pas déjà un peu le cas? Mais nous voilà ensemble, rassemblés par centaines dans cette salle. Après un automne chaud où une population excédée par de multiples problèmes dans les services publics a largement appuyé les revendications des travailleuses de tous les secteurs concernés, c'est du jamais vu et ça donne espoir pour la suite. On va donc se parler d'action, mais avant, parce qu'on me l'a demandé, je vais tracer brièvement le portrait des enjeux principaux auxquels nous faisons face, auxquels vous faites face, et ces enjeux-là sociaux qui concernent tout le monde dans toute notre société ne sont pas anodins. Vous les connaissez sans doute. Le premier, ce n'est pas par ordre de priorité, les changements climatiques.
Vous allez trouver ça curieux qu'on parle de changement climatique ici, ce matin, dans une rencontre où on se parle de travail social. Oui, mais beaucoup de jeunes filles vivent de l'éco-anxiété et remettent même en question le fait d'avoir des enfants. Ça, c'est du jamais vu. Nos gouvernements se traînent les pieds devant ce qui risque d'être un désastre sans issue, pas au 22e siècle, dans 20 ou 30 ans. Il faut savoir aussi que les populations les plus défavorisées sont toujours celles qui subissent de plein fouet les changements climatiques qu'on connaît déjà. C'est certain qu'on a moins chaud en période de canicule dans les quartiers sur le flanc du Mont-Royal à Montréal que dans les quartiers du centre-ville. On peut se parler aussi, comme enjeu important, de l'accroissement spectaculaire des inégalités. J'ai des fois l'impression de retourner justement à cette période très difficile des années 80. La chroniqueuse Aurélie Langto, qui écrit dans Le Devoir, nous disait le 4 janvier dernier, écoutez bien ça, à 10h11, le matin du 2 janvier. 10h11, le matin du 2 janvier. Les 21 PDG les mieux payés, dont l'entreprise a son siège social au Québec, avaient déjà ramassé le salaire moyen annuel des travailleurs et travailleuses du Québec, soit, grosso modo, 58 000 $. Le 2 janvier à 10 h du matin, là, déjà, ils avaient dans leur poche proche de 58 000 $. En 34 heures, donc, dont la majorité passait dans leur lit, les PDG les plus riches du Québec accumulent ce que la travailleuse et le travailleur québécois réussissent à gagner en 1 an. Ça s'appelle des inégalités. Et vous vous rappelez que le présent gouvernement, puis il y en a eu d'autres avant lui, a baissé les impôts de tout le monde, y compris leurs impôts. Vous savez aussi que les banques alimentaires accueillent maintenant 1 personne sur 9 au Québec. C'est beaucoup. Puis on vit pourtant dans une société riche, si on se compare au reste de la planète. Mais non seulement trop de gens manquent de nourriture, trop de ménages ont de la difficulté à payer leurs comptes à la fin du mois, on vit une crise du logement sans précédent. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et tout cela n'est pas inévitable. Ce sont des choix de société que nos élites politiques ont faits, avec ou sans nous. Je veux insister sur une question particulière. Opinion bien personnelle. Non, la crise du logement n'est pas due principalement à l'augmentation de l'immigration temporaire ou définitive au Québec. Oui, l'immigration temporaire, en passant largement souhaitée par nos gouvernements et nos entreprises, crée un besoin accru en logement, c'est évident. Mais cette crise du logement, elle a commencé il y a 30 ans, alors que les gouvernements fédéral et provincial ont délaissé presque complètement la construction de logements sociaux. Les spéculateurs font le reste, construisent des logements, des appartements en fait, luxueux et inabordables, mettent des locataires aînés dehors pour gonfler les prix. Bref, ne nous trompons pas de cible. C'est trop facile d'accabler l'autre, le différent, l'étranger. Troisième enjeu, les inégalités qui perdurent entre les hommes et les femmes au Québec. Ma vision des choses est un peu moins optimiste qu'elle ne l'était il y a quelques années. Évidemment, des pas immenses ont été franchis depuis 50 ans. Je les ai vécus. Mais je suis parfois abasourdi par le retour à une sorte de masculinisme toxique qui pourrit la vie de trop de femmes et en particulier les jeunes femmes. Le nombre de féminicides augmente. Des influenceurs réactionnaires et misogynes convainquent sur les réseaux sociaux les adolescents québécois qu'il faut renvoyer les femmes à la maison. Les maisons d'hébergement débordent parce que beaucoup de femmes tentent de fuir un conjoint violent. On a su les histoires de joueurs de hockey qui agressent sexuellement des jeunes filles et jusqu'à récemment, leurs entraîneurs et la direction de la Ligue cachaient leur forfait. Heureusement, les mentalités évoluent.
mais je trouve ça un peu long, trop long. Et puis, les 32 000 places manquantes en service de garde, qui touchent particulièrement les jeunes femmes, et puis la charge mentale des femmes dans les familles. Et toutes ces femmes qui hésitent à se prononcer sur la place publique, tellement elles sont sujettes à des attaques sexistes sur les réseaux sociaux. Bref, beaucoup de pas accomplis, oui, mais c'est pas facile encore aujourd'hui, en 2024, pour les femmes. Il y a d'autres discriminations qui doivent nous interpeller. Opinion encore très personnelle. En fait, il n'y aura que ça dans ce texte. Fait que je vais arrêter de le dire. À mon avis, le racisme systémique, ça existe, qu'on le veuille ou non. Les communautés autochtones en savent quelque chose. Elles qui sont soumises depuis des siècles aux décisions prises par la société blanche, francophone ou anglophone. Depuis, par contre, le triste décès de Mme Joyce Echaquan, une prise de conscience a émergé, je crois, vraiment. Un dialogue plus fructueux a vu le jour entre les citoyennes et citoyens du Québec et celles et ceux des Premières Nations et Inuits. Je dirais même qu'aujourd'hui, parfois la population québécoise me paraît en avance sur son gouvernement. Et justement, le gouvernement Legault vient d'être débouté par une cour fédérale parce qu'il contestait une loi, la loi C-92, donnant plus de pouvoir aux Premières Nations et Inuits dans l'organisation de leurs services sociaux. Donc, échec pour le gouvernement, victoire pour les nations autochtones. Moi, je suis ravie. On va devoir aussi réfléchir comme société au vivre ensemble. Cesser de voir l'immigration comme une entrave majeure à une société québécoise qui, bien sûr, veut se vivre et se développer en français. C'est très paradoxal, hein? On est très, très fiers de présenter au monde entier de grands artistes, chercheurs québécois issus de l'immigration, mais on est parfois frileux et frileuses et désorientés devant celles et ceux qui arrivent ici avec leur passé, leur culture et parfois leur religion. Bien sûr, des débats sont nécessaires. Oui, on a besoin d'un tronc commun de valeurs partagées, l'égalité entre les femmes et les hommes, la laïcité, les droits et libertés, la solidarité, la démocratie, mais pourquoi ne pas en discuter sereinement et qu'on se donne davantage les moyens de mieux accueillir, de mieux soutenir, d'accompagner les jeunes issus de l'immigration qui veulent s'épanouir désormais dans une société, qu'on le veuille ou non, qui est multiculturelle et doit rester francophone. Ce sont des enjeux qui peuvent et doivent nous mobiliser comme nation. Tous ces enjeux-là. Bon, il y a parfois de la houle, c'est normal. Je nous connais capables d'aller de l'avant, sans crainte. Rappelez-vous, important de se rappeler dans les moments où on se dit « Coudonc, il me semble qu'il ne se passe plus rien », bien, le printemps étudiant de 2012, quand même, hein? La foule ramassée en septembre 2019 dans les rues de Montréal, une foule immense pour revendiquer un plan d'action énergique contre les changements climatiques, juste avant que la pandémie arrive. Les luttes féministes contre les violences sexuelles. Le combat de l'automne dernier pour des services publics accessibles à tout le monde et pour des conditions de travail acceptables. La victoire des locataires aînés contre un propriétaire abusif qui voulait les évincer de leur résidence, le Mont-Carmel, des femmes extraordinaires. Bref, le Québec post-pandémique se réveille, je crois. Je veux. Je crois. Et vous êtes là. Alors parlons de vous, de ce que vous accomplissez au quotidien, de ce qui serait possible si toutes ensemble vous vous donnez davantage de moyens pour agir. Déjà, malgré les embûches décrites dans le rapport de consultation des États généraux, vous agissez au mieux partout où vous êtes présente. Les écoles, CLSC, hôpitaux, DPJ, CHSLD, organismes communautaires, et je suis sûre que j'en oublie, la Cour, vous manquez d'effectifs pour répondre à une demande qui grandit sans cesse. Dans certains secteurs, comme la DPJ,
Vous êtes sous haute surveillance, je le sais. Et rien n'est simple, parce qu'on parle ici de protéger des enfants. Ces temps-ci, on entend parler de travailleuses épuisées, de délais d'attente, d'embauche par le biais d'agences privées. Et tout cela est navrant si on pense que la commission Laurent avait soulevé tellement d'espoir. Plus globalement, à toutes, on vous demande de remplir des papiers que vous jugez plus ou moins utiles. On veut minuter vos temps d'intervention. Plusieurs d'entre vous n'arrivent plus à quitter vos bureaux pour se rendre sur le terrain proche des milieux de vie. On est pas mal loin de la conception du travail social et de l'intervention collective des années 70. Mais pourtant, vous résistez. Vous faites quoi? Alors là, pour ne rien vous cacher, j'ai contacté du monde parmi vous autres. Parce que je voulais savoir qu'est-ce que vous arrivez à faire malgré tout. J'aurais pu en mettre 3 pages. Il a fallu que je me limite, là, mais ça m'a impressionné. Vous êtes dans un CLSC, vous vous dépêchez d'interpeller un médecin pour qu'il revoie rapidement un patient qui compose avec un problème de santé mentale. Vous demandez et vous obtenez un hébergement public conjoint pour un couple. Moi, ça m'apparaît normal, mais il semblerait que c'est très compliqué. Vous rencontrez une usagère plus souvent que dictée par le gestionnaire. Je ne sais pas dans quel garde-robe vous vous cachez, mais vous poursuivez un accompagnement même si l'usager a déménagé sur un autre territoire. Ah, il y en a qui se reconnaissent, hein? Vous amenez même une usagère dans votre propre véhicule à une première participation à une activité d'un organisme communautaire. Vous accompagnez une personne au tribunal administratif du logement. Bonne chance. Vous défendez auprès de votre coordonnatrice une mère victime de violences conjugales qui peine à protéger ses enfants. Vous allez acheter une botte d'hiver, des bottes d'hiver, avec un jeune adulte qui a un TSA. Vous faites tout ça, là. Vous sensibilisez des gestionnaires à la situation particulière fort difficile de mères nouvelles arrivantes. Vous trouvez des équipements pour bébés naissants. Je le sais, là, on m'a déjà écrit pour me dire « tu n'aurais pas quelque chose ». Vous faites des appels à plusieurs organismes pour réseauter une famille de demandeurs d'asile dans une région qui est peu habituée à faire face à ces questions. Et je vais vous dire que j'ai été très touchée dernièrement, j'espère que vous l'avez lu, par une chronique de Rima El Khoury dans la presse. Elle parlait avec tellement de bonheur et de respect de 3 travailleuses sociales travaillant dans l'organisme PRAIDA, qui est un organisme qui accueille et soutient l'intégration des demandeurs d'asile à Montréal. Et une femme demandeur d'asile disait « Ces femmes-là m'ont littéralement sauvé la vie ». Moi, ça m'a touchée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Samedi dernier. Je suis donc admirative. Dans certains milieux, dans plusieurs équipes, l'innovation, le travail de proximité, la défense des droits des personnes mal prises est donc possible. Vous le faites. Je vous suggère maintenant d'aller plus loin. En commençant peut-être par partager ces expériences entre vous, là, qui sont un petit peu en dehors de la boîte. Vous pourriez vous entraider, trouver des pratiques plus satisfaisantes et donc vous sentir mieux équipé pour en discuter avec vos gestionnaires. Vous n'êtes pas les seuls à porter ce désir d'un travail social, porteur de changement social. L'Ordre des travailleuses sociales et travailleurs sociaux l'exprime ainsi dans son mémoire. Le travail social s'affaire à défendre les droits des personnes et particulièrement celles qui sont dans des situations de défavorisation économique et sociale ou de vulnérabilité. Le travail social lutte contre les inégalités. Ça m'a fait plaisir de lire ça. Afin de soutenir le pouvoir d'agir des personnes et de favoriser leur pleine participation citoyenne. Le groupe des 3 commissaires qui ont rédigé un excellent rapport que j'ai lu va dans le même sens. Pour créer un mouvement collectif et inclusif autour du travail social, une mobilisation tant locale que nationale doit rapidement s'engager. Il est indispensable de porter les revendications et les valeurs du travail social à l'extérieur des murs institutionnels, vers les communautés d'une part et les pouvoirs publics d'autre part.
et les commissaires de proposer, guillemets, la création d'une coalition des partenaires sociaux pour porter les revendications du sommet des États généraux du travail social et agir pour leur mise en œuvre. Je suppose que c'est de ça que vous allez discuter aujourd'hui. Évidemment, je ne saurais être davantage d'accord avec tout ce que je viens de lire, qui vient des commissaires et de l'Ordre. Redonner toute sa visibilité au travail social, oui, c'est un pas important, un pas essentiel, mais nous ne pouvons en rester là. Plaider la pertinence de cette intervention indispensable, revendiquer des effectifs, des budgets, des conditions de travail décentes, évidemment, j'appuie. Le ministre Dubé semble, depuis une semaine, vouloir donner un peu plus de place au réseau mal aimé des CLSC. On verra. Je suggère un pas de plus. Pardon? Oui, je sais. C'est mal fait, la vie, hein, des fois. Monsieur a dit, et il crée des mini-hôpitaux. Oui, tout ça dans la même semaine. C'est pour ça qu'on a le droit de se permettre d'avoir des doutes. Je suggère donc un pas de plus, et je finis avec ça, exigeant et nécessaire. L'engagement de toute une discipline mobilisée pour exiger une diminution sensible des inégalités sociales. Est-ce que vous savez que votre parole vaut de l'or parce que vous êtes aux premières loges de la détresse humaine? Partout, vous constatez les effets délétères des discriminations et des injustices. Si vous parlez haut et fort, on vous croira. Si aux côtés de d'autres, dans des mouvements sociaux, vous construisez des solidarités dans l'action, les pouvoirs publics seront bien obligés de vous écouter. Je sais, les batailles sont parfois longues, très longues, mais on progresse et on peut même gagner assez souvent. En fait, c'est simple. Je termine avec ça. Tant qu'on ne mène pas un combat, on ne peut pas savoir si on va le perdre ou le gagner. Alors, on prend des risques, on agit au mieux, on essaie pas seul, avec toutes ces personnes dans plein de milieux qui doutent parfois elles aussi, mais s'engageront si elles sentent souffler le vent de la solidarité. Oui, je le sais, les temps sont parfois durs, mais je sens revenir un désir de changement dans la société québécoise. C'est peut-être le printemps. Faisons donc germer les graines de la solidarité. Je vous souhaite vraiment bon courage et surtout, sachez que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci. Madame Françoise David. Merci.